Alexandra Mafussi, service juridique CAPEB. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter le webinaire du deuxième semestre. Du coup, on va commencer par l'actualité chaude, si je peux me permettre, puisqu'on va vous faire un petit point d'état sur le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. On ne va pas rentrer dans la politique fiction, on va essayer de rester très factuel, de vous dire où on en est juridiquement par rapport à la censure, quelles sont les options possibles et qu'est-ce que prévoyait à la base le texte pour vos entreprises. Ensuite, on va parler donc des nouvelles modalités de la contre-visite médicale patronale qui sont applicables depuis le 7 juillet 2024. Alors, ce ne sera pas une grosse révolution, c'est juste une formalisation de la jurisprudence qui s'appliquait jusqu'alors. Ensuite, on fera comme d'habitude un petit rappel des plafonds d'exonération pour les bons d'achat et chèques cadeaux pour 2024. On vous parlera du report des nouveaux modèles au niveau de la médecine du travail, tout ce qui est attestation de suivi, avis d'inaptitude, etc. Comme chaque année, petit rappel des règles concernant la fermeture de vos entreprises pendant les congés de Noël, puisqu'il y a quelques règles à respecter. Ensuite, on enchaînera sur, encore une fois, l'ADF, la déduction forfaitaire spécifique ex-abattement qui, à partir du 1er janvier, passe à 8%. Et ensuite, on va faire aussi un rappel sur les obligations, donc pour les entreprises entre 11 et 50 salariés, de mettre en place une modalité de partage de la valeur. On va aussi réexpliquer un petit peu ces conditions-là. Tout à fait. Et puis, on finira du coup par un petit point au niveau des catégories objectives pour les régimes de protection sociale complémentaire. On va vous rappeler un petit peu ce qu'il en est, les nouveautés au 1er janvier 2025, voir si vous êtes concerné ou pas par cette évolution. Et en dernier point, un petit rappel sur l'augmentation du SMIC. Et on a mis à jour tous les tableaux au niveau des rémunérations. Donc, on vous fournira ça à l'issue du webinaire. Alors, on va commencer donc par ce fameux projet de loi de finances, futur ex-feu projet de loi de finances, à la fois projet de loi de finances de l'État et projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, qui ont été censurés. Alors, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, on ne va pas faire de politique fiction, sachant que c'est quelque chose qui est assez inédit. Donc, comme situation, c'est un très bon challenge juridique, puisque la France n'avait jamais connu un rejet donc du projet de loi de finances depuis la création du budget de la sécurité sociale en 96. Donc, il a fallu apprendre à gérer un petit peu sur le tas. De manière générale, il faut bien différencier d'un côté le projet de loi de finances de l'État, donc qui fixe les budgets pour chaque ministère, etc. Et de l'autre côté, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ces deux projets de loi avaient été présentés en même temps au Parlement concernant avec ce fameux article 49.3, et les deux ont été rejetés à cause de cette motion de censure. Contrairement donc à la loi organique qui prévoit un dispositif d'urgence pour le projet de loi de l'État, puisque c'est celui qui a un budget avant l'année 2025, absolument rien n'est prévu concernant le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc il faut qu'on voit comment ça va se passer aujourd'hui, quels seront les impacts pour les entreprises et qu'est-ce qui va se passer. Comme je l'expliquais, contrairement au projet de loi de finances, donc l'adoption est indispensable pour débloquer les crédits nécessaires au fonctionnement de l'État, le budget de la sécurité sociale ne fonctionne pas de la même manière puisqu'il prévoit uniquement des objectifs de dépenses. Raison pour laquelle il n'y a qu'une loi, juridiquement, c'est qu'une loi de finances de la sécurité sociale qui peut déterminer à la fois la capacité d'emprunt de l'ACOSS, donc c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Grosso modo, c'est l'organisme qui va gérer la trésorerie de toutes les branches de la Sécu, et aussi de ce qu'on appelle la CNRACL, c'est-à-dire c'est la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales. Alors, pour faire court, aujourd'hui, on est le 13 décembre, on n'a pas de nouveau gouvernement, ce projet de loi de finances a été rejeté, donc pour l'instant, il n'y a pas de nouveau budget de la sécurité sociale qui est voté pour 2025. À très très court terme, déjà, on va rassurer tout le monde, même s'il n'y a pas de nouvelle loi aujourd'hui, il n'y a aucun risque immédiat que les assurés sociaux voient à la fois leurs prestations et pensions de retraite disparaître tout de suite au 1er janvier. Ça, c'est une légende urbaine qui est apparue depuis une semaine, 10 jours. Ce n'est pas le cas. Par contre, effectivement, il y a un risque à moyen et long terme, si une nouvelle loi n'est pas votée, que ces deux organismes, donc qui vont gérer et qui vont payer ces prestations-là, donc pourraient rapidement se trouver à court de trésorerie. Donc à très très court terme, a priori, on serait sur janvier, peut-être éventuellement février,
il n'y a pas de difficulté, les pensions seront versées, les pensions de retraite et les prestations sociales. Par contre, si rien n'est fait dans l'immédiat, effectivement, ça pourra poser problème à long terme. Donc à ce moment-là, que va-t-il se passer? Alors, deux hypothèses. Aujourd'hui, on pense du coup qu'il n'y en aura plus qu'une, compte tenu de la date à laquelle on avait préparé ce webinaire. La première proposition, c'était un nouveau gouvernement est nommé très rapidement et pourrait repartir de zéro pour représenter un nouveau projet de loi de finances et un nouveau projet de loi de finances de sécurité sociale. A priori, un nouveau Premier ministre devrait être nommé incessamment sous peu, normalement d'ici les minutes, voire les heures qui viennent. C'est ça. Mais si c'est un Premier ministre, il doit aussi nommer son gouvernement. Donc, à mon avis, cette hypothèse, on peut d'ores et déjà la rayer et on va se concentrer sur la deuxième hypothèse. On n'a pas de nouveau gouvernement dans l'immédiat, mais il faut quand même agir à très court terme pour pouvoir tenir le début de l'année et tenir les budgets. Donc, le gouvernement démissionnaire est certes démissionnaire, cependant, il ne va pas rien faire. C'est-à-dire qu'il a quand même des possibilités d'action. Déjà, il a en charge toutes les affaires courantes du budget de l'État. Ça veut dire que l'État n'est pas sans rien, sans gouvernement. Fictivement, oui, mais le gouvernement actuel démissionnaire a quand même encore des moyens d'action. Notamment, il peut rehausser le plafond d'emprunt de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse dont on a parlé tout à l'heure, au moyen d'un décret pris en Conseil d'État. Donc là, effectivement, c'est un décret, on n'a pas besoin que l'Assemblée nationale puisse voter là-dessus, ça peut aller assez vite. Sinon, et visiblement c'est aussi la solution qui a été retenue par le gouvernement actuel, c'est de recourir à une loi spéciale. Normalement, la loi organique relative aux lois de finances ne prévoit cette disponibilité que pour l'adoption du budget de l'État en urgence, donc ce qu'on appelait tout à l'heure le projet de loi de finances, celui qui gère le budget de l'État. Par le biais de ce texte, donc il y a une possibilité, c'est que ce texte a été présenté au Conseil des ministres ce mercredi. L'idée, c'est de le présenter à l'Assemblée nationale et au Sénat en urgence, afin de au moins autoriser à prélever l'impôt. Puis ensuite, il ouvrira par décret des crédits ensuite aux différents ministères afin d'assurer les dépenses nécessaires. Pour ça, il pourrait prévoir éventuellement une disposition pour intégrer donc dans cette loi spéciale le budget de la sécurité sociale. A priori, c'est la solution qui aurait été reprise par le gouvernement actuel et missionnaire. Simplement, on sait que cette loi spéciale a été présentée en Conseil des ministres ce mercredi, donc avant-hier. Elle n'a pas encore été présentée puisqu'elle ne le sera que lundi. En fait, elle sera présentée, cette loi spéciale, à l'Assemblée nationale et au Sénat lundi, donc on ne saura pas avant cette date-là. Ne vous inquiétez pas, on vous préviendra et on vous donnera les informations en temps utile pour vous indiquer ce qu'il en est. De toute manière, elle doit être déposée, donc je disais au plus tard le 18 décembre. A priori, on serait sur lundi 16 décembre. Voilà, c'est un petit peu complexe. Voilà, le projet de loi de finances. Dès qu'on en sait un peu plus, on vous dira, mais voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que la loi spéciale va permettre de faire passer au moins le minimum de base, en fait, pour 2025. Et ensuite, si un nouveau gouvernement est nommé, le temps que ça se fasse, etc., il y aura des ajustements qui seront exactement. Certainement début d'année prochaine. Voilà. Du coup, on saura un petit peu plus à ce moment-là, en janvier. Étant précisé que cette loi spéciale va uniquement permettre de pouvoir, sur 2025, débloquer uniquement les mêmes budgets que pour 2024. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, tout ce qui était prévu initialement va pouvoir rentrer dans cette loi spéciale. C'est uniquement, on va garder les budgets 2024 pour début 2025, en attendant que le nouveau gouvernement nouvellement formé va pouvoir présenter, donc a priori, à peu de choses près, le projet de loi qui était prévu. Mais via une loi rectificative qui arrivera sûrement en début d'année. Voilà, nous, ce qu'on pense, c'est ça. Après, voilà, c'est avec beaucoup de mesures, puisque pour l'instant, tout est un petit peu incertain, mais nous, on pense une loi spéciale pour assurer la base, en fait, quand même l'équilibre pour l'État, les dépenses, etc. Et avec le nouveau gouvernement, en janvier, certainement, on en saura un petit peu plus sur les ajustements qui étaient proposés à la base dans ce PLF et ce PLFSS pour 2025. Avant la motion de censure. Alors, on voulait juste vous faire un petit point sur justement ce que prévoyait ce PLF et ce PLFSS pour 2025 qui aurait eu un impact pour vos entreprises. Pourquoi on veut vous en parler? Parce que si les choses sont adoptées en janvier, février, ou si vous en entendez parler,
faudrait au moins que vous ayez un minimum d'informations sur ça pour pas que vous soyez pris au dépourvu finalement en fonction de l'actualité à venir. Donc là, vous avez les principaux impacts, hein, parce que bien sûr, on ne va pas tout lister, sinon un webinaire d'une heure ne suffirait pas, même entièrement dédié à ce sujet. Mais voilà, les principaux points dont on voulait vous parler. Le premier point important, c'est la réduction du déficit de la sécurité sociale. Alors là, donc, on va parler au passé, puisque c'est ce que prévoyait le PLFSS, mais on ne sait pas si ça va être repris. Mais voilà, je vais parler au passé, je vais essayer de ne pas trop me tromper sur la conjugaison ici. Mais en fait, de base, tout le monde le sait, l'assurance maladie, donc, et qui est clairement très endettée, avait pour objectif de réaliser près de 4 milliards d'économies. Donc l'idée, c'est qu'on avait annoncé des mesures pour faire une série d'économies afin de réduire au maximum ce déficit de la sécurité sociale. Donc, quelles sont ces mesures? On vous a mis les principales. Il y avait une baisse du plafond de la prise en charge des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Deuxième point, une baisse de la part de l'assurance maladie dans le remboursement des consultations, notamment chez les médecins et chez les sages-femmes. Et troisième point qui avait été acté, c'est le rôle du médecin traitant qui était renforcé donc grâce à l'augmentation de la consultation à 30 € dès le mois de décembre 2024. Donc, cet élément-là, c'est-à-dire l'objectif de réduction du déficit de la sécurité sociale, était prévu dans la loi de finances. En même temps, vous avez dû recevoir de la part de ProBTP, normalement, nous, on a eu des informations, des visios, etc. de leur part. Ils nous ont fait part d'une forte inflation sur les consommations médicales en 2024. Ils ont normalement envoyé, ils nous ont indiqué des courriers à l'ensemble des adhérents pour leur faire part d'une hausse du coût de la cotisation en matière de complémentaire santé principalement à tous les adhérents, liés donc à la fois à l'impact en fait lié au fait que la sécurité sociale se désengage, donc finalement les complémentaires santé vont devoir augmenter leur participation pour que pour les salariés ça reste intact au niveau des prises en charge, et en plus à la forte inflation sur les consommations médicales qui a été constatée par eux sur cette année passée. Les deux cumulés, normalement vous avez dû recevoir avec une hausse des cotisations annoncée à venir. Alors la question est, est-ce que du fait que la loi, le PLFSS ne soit pas passé, les augmentations vont être maintenues au même niveau? Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Nous, on nous avait annoncé une hausse d'environ 10% sur les cotisations à partir de janvier 2025, principalement liée quand même à la forte consommation médicale, mais qui tenait aussi compte de ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, quid du maintien de cette hausse? Ça, on va en savoir plus sur les semaines à venir, peut-être les mois, mais je pense qu'on aura très rapidement des informations de la part de ProBTP. Mais voilà, c'est la première chose dont on voulait vraiment vous alerter par rapport à ce projet de loi. Donc là, vous avez mis des exemples de remboursement, en fait, tels qu'ils étaient prévus dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec la part de la sécurité sociale, comme vous pouvez le voir dans le petit schéma, qui diminue, et du coup, indirectement, la part prise en charge par ProBTP, qui augmente. Alors, l'autre mesure qui a été prévue à la base dans ce projet de loi de finances, c'est la hausse du coût de l'apprentissage. Très important pour vous, puisqu'on le sait, hein, vous recourez quand même beaucoup à l'apprentissage. Il y avait dans ce projet de loi 2 articles très importants sur le sujet, c'est l'article 6 et 7. Quelles étaient les conséquences pour vos entreprises? La principale, à mon sens, c'est la réduction de la fameuse aide unique, l'aide à l'embauche de l'apprenti, qui passait pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, de 6 000 € actuellement jusqu'à la fin de l'année, hein, pour tous les contrats d'apprentissage signés jusqu'au 31 décembre 2024. Elle basculait à 4 500 € à partir des contrats signés au 1er janvier. Donc une perte de 1 500 € sur l'aide à l'embauche des apprentis. Autre conséquence qui a été prévue, c'était une baisse du seuil d'exonération des cotisations sociales salariales. Donc ça concerne principalement les apprentis ici, de 79% à 50% du SMIC. Donc dès lors qu'ils vont dépasser 50% du SMIC, vos apprentis auraient payé plus de cotisations salariales. Donc ils auraient un net inférieur. Dernier point qui vous concerne là, l'assujettissement CSG-CRDS au-delà de 0,5 SMIC. Donc dès lors que la rémunération versée à l'apprenti dépasse ce seuil de 0,5 SMIC, vous devriez payer la CSG et CRDS sur cette rémunération. Voilà. Qu'est-ce qu'il va en être? On ne sait pas. En tout cas, ces mesures étaient prévues dans le projet de base. Donc, on tiendra au courant des avancées.
Alors, la dernière disposition qui pouvait vous concerner, alors n'était pas dans le PLFSS, donc, mais dans le PLF, puisque vous n'êtes pas sans savoir, il y en a d'ores et déjà eu des remontées d'adhérents sur ce sujet, la hausse de la TVA sur les chaudières à très haute performance énergétique, les chaudières à gaz. Alors effectivement, c'était l'article 10 du projet de loi de finances qui prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2025, le taux de TVA de ces chaudières passait de 5,5 à 20%, ce qui représentait une hausse assez conséquente pour les clients. Alors, une des propositions qui était de la CAPEB pour faire face à ce changement du taux de TVA, c'était de dire bah, c'est le taux au moment du devis qui compte. Simplement, il y a quand même cette incertitude juridique. On n'était pas certain que la Direction générale des impôts nous suive sur ce sujet. Donc, les préconisations, ça va être concernant les devis qui seront signés avant la fin de l'année 2024. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc cette contre-visite patronale, donc un article qui existe dans le Code du travail, donc l'article L1226-1, qui renvoyait à un décret le soin de déterminer donc les formes et les conditions de cette contre-visite. Ça y est, le décret est sorti, il est paru le 5 juillet 2024. Il a mis un petit peu de temps parce que ça fait quand même quelques années que l'article était en vigueur. En attendant, c'était la jurisprudence, comme je disais tout à l'heure, qui avait défini les conditions. Alors, il n'y aura pas vraiment de révolution. Les conditions qui étaient prévues par la jurisprudence. Alors, d'abord, on avait que la contre-visite ne pouvait être réalisée qu'à partir du moment où l'employeur assure un maintien de salaire. Très important. Nous, on a souvent la question au service juridique. Est-ce que je peux faire une contre-visite à mon salarié qui est en arrêt, j'ai des doutes, etc. Donc, nous, déjà, on demande, est-ce qu'il y a bien un complément d'employeur? Parce qu'il n'y a pas de complément, c'est ça. Il n'y a pas de contre-visite possible. Donc, ça peut être soit parce que le salarié est en ATMP, donc accident de travail maladie professionnelle, où il y a un maintien de salaire, ou alors en fonction éventuellement de l'ancienneté du salarié. Selon les conventions collectives, ouvriers ou État, les conditions diffèrent. Donc, ce sera du cas par cas. Mais à partir du moment où il y a un maintien, on peut déclencher déjà le principe de la contre-visite. La deuxième condition, c'était que dans ce cas-là, l'employeur et le médecin ont toute liberté pour choisir notamment les dates et heures de visite, sans bien sûr avertir au préalable le salarié. Par contre, à la condition qu'elle intervienne en dehors des heures de sortie autorisées, éventuellement par la sécurité sociale. Et si le médecin met sortie libre, donc il n'y a pas d'horaire fixé, dans ce cas-là, c'est le salarié qui doit informer l'employeur des heures auxquelles la contre-visite peut avoir lieu. Non, ben voilà, effectivement, je ne serai pas là le matin, mais je serai chez moi l'après-midi, par exemple. Troisième condition, en cas d'absence du salarié, le médecin devait laisser un avis de passage et indiquer éventuellement une nouvelle date ou une nouvelle visite. L'absence du salarié à son domicile, en dehors bien sûr des heures de sortie autorisées, peut éventuellement entraîner la perte de ses droits, sauf s'il a un motif d'absence valable, typiquement il avait rendez-vous par exemple avec son médecin. Donc la jurisprudence imposait jusqu'alors au salarié d'avertir l'employeur de son lieu de résidence s'il était différent de son lieu de résidence habituel. Et ensuite, l'employeur, bien sûr, est libre de pratiquer la contre-visite par le médecin de son choix. Ça, c'était les conditions qui étaient prévues par la jurisprudence. Le décret du 5 juillet a précisé les modalités et conditions de cette contre-visite. Le texte s'applique depuis le 7 juillet 2024. Grosso modo, comme je disais, il n'y a pas de révolution. On garde les grands principes. Au terme de ce texte, la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Donc, c'est le médecin qui justifie, qui se prononce sur le caractère justifié ou non de l'arrêt, y compris sa durée. Le salarié donc, est tenu de communiquer à l'employeur le lieu de repos s'il diffère de son domicile. Et cette information doit intervenir dès le début de l'arrêt, ou éventuellement à chaque fois qu'il change de résidence. Si le salarié a la fameuse mention sortie libre dont on a parlé tout à l'heure, il doit indiquer à l'employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer. Au terme de sa mission, donc une fois qu'il a fait la contre-visite, le médecin informe l'employeur du caractère justifié ou pas de l'arrêt de travail ou éventuellement de l'impossibilité de faire recourir à cette contre-visite pour un motif imputable, bien sûr, au salarié, comme par exemple le refus de se présenter ou éventuellement son absence et sans motif valable. Dans ce cas-là, éventuellement, donc l'employeur devra donner cette information au salarié. Attention, le médecin a essayé de vous contrôler, vous n'étiez pas présent, etc. Alors, à noter, au support de ces heures, aucun des supports ne fait l'objet d'indications. Grosso modo, le texte ne précise pas, il faut l'informer par mail, par recommandé, etc. Lettre simple, on ne sait pas. L'idée, c'est à minima de garder une date certaine d'information de ce courrier. Si, à la suite de cette visite, le médecin contrôleur confirme les doutes de l'employeur, parce qu'en général, c'est souvent quand il y a un doute,
il peut remettre en cause les indemnités donc conventionnelles qui sont versées aux salariés. Par contre, les résultats ne peuvent pas justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement. C'est formellement interdit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce qu'il y a un maintien de salaire, une contre-visite et que le médecin dit moi j'estime que c'est pas justifié, bim, on licencie derrière. Je sais que ça peut être tentant, mais c'est pas possible. Et en elle-même, cette décision ne pourrait justifier à elle seule le versement des IJ. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'employeur va prendre connaissance de cette information. Il va informer donc la CPM en disant bah, j'ai fait une contre-visite. Le médecin a indiqué que pour lui, ce n'était pas justifié. Et ensuite, c'est la CPM qui décide elle-même si elle suspend ou pas le maintien donc, de ces indemnités journalières. Vous voyez beaucoup de choses qui ont été reprises finalement de la jurisprudence qui sont maintenant dans le Code du travail. On vous a mis toutes les références sur le côté à droite pour aller plus loin, avec les articles R 1226-10 du Code du travail finalement qui viennent de sortir et qui actent un petit peu toutes ces choses de la jurisprudence. Alors, on a une question qui décide du maintien de salaire. Alors, finalement, il y a ces personnes qui décident. C'est que vous devez regarder. Alors, on a des fiches qu'on peut vous envoyer là-dessus si vous voulez en complément du webinaire. Si le salarié remplit des conditions d'ancienneté, principalement, c'est ça en fait, c'est l'ancienneté qui va justifier si ou non il a droit au maintien, au complément pardon, de l'employeur. C'est-à-dire qu'au niveau de la sécurité sociale, là c'est une question s'il a suffisamment cotisé, etc. Il a droit en principe aux IJ de la sécurité sociale. Le complément employeur pour vous, il est conditionné en fonction de la catégorie déjà de qui on parle. Est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est un cadre? Puisqu'on a des conditions qui sont différentes en fonction des conventions collectives avec des conditions d'ancienneté. Si le salarié remplit les conditions d'ancienneté en fonction également du type d'arrêt, c'est-à-dire un arrêt maladie pro ou non pro, puisque les conditions d'ancienneté aussi peuvent différer en fonction de la catégorie du type d'arrêt, du coup, vous devrez faire ce complément employeur en plus. Certains ont souscrit auprès de la ProBTP un contrat qui peut prendre à la place de l'employeur qui peut verser ce complément. Ça, c'est une extension qui est possible. Vous savez, normalement, à ProBTP, vous avez obligatoirement, au-delà de 90 jours, la ProBTP qui prend le relais. Certains ont souscrit des extensions de garantie qui permet, du coup, que ce soit ProBTP qui verse ce premier complément. Des fois, certains ne savent pas trop, ou vous voyez, si c'est ProBTP qui gère, des fois, vous n'avez pas trop toutes les connaissances. Mais voilà, sachez que ce n'est pas vraiment vous qui décidez du maintien, c'est en fonction du type d'arrêt et de l'ancienneté de la catégorie de salariés. Donc ça, on pourra toujours envoyer, bien sûr, en complément, si vous souhaitez, les fiches et les éléments qu'on a sur le sujet pour que vous ayez un peu plus d'informations. Et à partir du moment où il y a du maintien, bah, vous pouvez vous poser donc la question de la contre-visite. On a une autre question. Si le CPM confirme les doutes de l'employeur, les IJ sont suspendus, le salarié doit-il rembourser les IJ et compléments reçus? Alors, le remboursement, je ne suis pas sûre de revérifier. C'est sûr que ça part pour l'avenir. Exactement. Mais est-ce que c'est la rétroactivité? Pour la rétroactivité, on pourra regarder. Oui. J'ai un doute sur la rétroactivité, mais on pourra revérifier de cette question-là. Oui. Et on vous donnera la réponse quand on vous enverra les supports Bien sûr. avec les documents du webinaire. On fera comme d'habitude un petit fichier où on mettra tous les documents utiles du coup qui peuvent vous servir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va continuer. Donc, alors juste un petit slide pour vous parler du relèvement du plafond de la sécurité sociale 2025, déjà acté par le BOSS, dans le BOSS, du coup on vous a mis le petit lien sur la droite avec les nouveaux montants, le petit tableau comme d'habitude, au 1er janvier, ce plafond qui va passer à 47 100 € contre 46 368 € en 2024. Donc, on vous a remis tous les plafonds. On attend juste un arrêté qui paraîtra avant la fin de l'année, du coup, qui va acter ces montants qui sont déjà publiés au sein de la catégorie du BOSS. Alors, ça peut prêter à confusion, mais ce plafond n'est pas, tu me confirmes, Aurélie, n'est pas soumis, en fait, n'est pas sujet à la censure. Comme ce qui n'est pas prévu dans la loi, en fait, c'est un arrêté tous les ans qui le fixe. Et donc, du coup, c'est une source distincte de droit. Donc, c'est pour ça que, du coup, ils sont déjà annoncés. Et voilà, l'arrêté va apparaître, mais ces montants sont déjà apparus. Rappel, pour la déduction forfaitaire spécifique, ceux qui ont suivi nos webinaires précédents le savent, on a communiqué sur le sujet. On voulait juste vous prévenir, donc vous savez la dégressivité, juste le tableau qu'on vous a remis ici rappelle la dégressivité de ce dispositif qui va être supprimé en janvier 2032. Vous voyez déjà en 2024, on a basculé sur 9%. Au 1er janvier 2025, on rediminue encore, on arrivera à 8%. Donc,
Je tenais juste à vous le rappeler. Donc, c'est réduit d'un point chaque année et à partir de... Tu peux me remontrer des tableaux, Alexandra? C'est un point tous les ans et après, du coup, c'est à partir de 2030 où, du coup, on va carrément diminuer de 1,5. Donc, voilà, on tenait juste à vous faire un petit rappel pour les personnes qui étaient à nos précédents webinaires, mais on pourra également vous le renvoyer si ça vous intéresse. On avait fait à partir de cette année un petit courrier informatif pour les salariés à remettre en même temps que le bulletin de salaire. Ça me paraît intéressant quand même de les informer. On pourra vous le remettre à disposition du coup pour rappeler du coup l'entrée en vigueur de ce 8% au 1er janvier 2025. Et ceux qui ne l'ont pas fait pour cette année, peut-être bien penser à le faire à partir du 1er janvier 2025 pour respecter votre obligation d'information vis-à-vis de vos salariés tout simplement. Tout à fait. Alors, nouveauté qui n'en est pas une, vous n'êtes pas sans savoir que donc, les professionnels de santé sont amenés, de santé au travail, à délivrer plusieurs types de documents lorsqu'ils procèdent au suivi de l'état de santé des salariés, notamment attestation de suivi, aptitude ou, beaucoup plus souvent, inaptitude. Depuis 2017, l'ensemble de ces documents qui étaient transmis à l'employeur et aux salariés devaient se conformer à des modèles qui étaient arrêtés par le ministère du Travail. Donc, le ministère a pris un arrêté le 26 septembre 2024 qui modifiait donc le précédent arrêté de 2017. Simplement, aujourd'hui, cette entrée en vigueur de ces nouveaux modèles a été repoussée. Donc, on vous en parle quand même puisque ce n'est qu'un report, c'est pas une annulation pure et simple, c'est qu'un report de ces nouvelles attestations. Alors, toujours pareil, qui ne sont pas vraiment révolutionnaires. Donc, pour rappel, le ministère du Travail avait procédé donc via cet arrêté du 26 septembre 2024. Il a actualisé les modèles de documents qu'il estimait obsolètes puisque les précédents dataient de 2017. Ils ont été publiés au journal officiel le 10 octobre. Leur entrée en vigueur était logiquement fixée au jour suivant. Sauf que la DGT, donc la Direction générale du travail, finalement a préféré se prononcer en faveur d'un report de ce fameux arrêté. Alors, pourquoi? Tout simplement, en fait. Parce que c'était des difficultés pratiques et techniques et informatiques soulevées par le déploiement sans délai. En fait, le délai était trop court pour vraiment tout remodifier, tous les modèles. Le volume était beaucoup trop important. Apparemment, tout simplement, voilà. Les services de santé au travail n'avaient pas les outils informatiques pour adapter les nouveaux modèles. Donc, ce qui se passait en pratique, c'est qu'ils continuaient à utiliser les anciens modèles. Donc, vous voyez, la DGT s'est dit, j'ai peut-être été un peu trop rapide. C'est ça. Donc, a priori, ils vont sortir sur 2025. On tenait juste à vous le dire parce que vous avez des fois entre les mains des avis d'inaptitude. Malheureusement, ça arrive un peu trop souvent. Et du coup, voilà, vous allez peut-être voir des nouveaux arrêtés qui vont, donc ne soyez pas surpris. Voilà. En tout cas, on essaiera, dès qu'on a les nouveaux modèles, quand c'est communiqué sur 2025, de vous le dire, de vous le montrer. Comme ça, vous saurez à quoi ça ressemble, quelles seront les nouveautés, etc. Mais voilà, sachez que si vous avez entendu parler de ça, en tout cas, c'est pas pour cette année, ça sera certainement l'année prochaine. Alors effectivement, il y a l'arrêté du 5 novembre qui avait abrogé l'arrêté du 26 septembre, mais ce n'est qu'un report. En fait, ce n'est pas un abandon définitif. Alors, il avait été évoqué un report de 6 mois, etc. En fait, juridiquement, ce délai de 6 mois n'est dans aucun texte. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations ni de nouvelles dates. Donc, on vous tiendra informé de la nouvelle entrée en vigueur de ces nouveaux modèles, mais encore une fois, ils ne sont pas révolutionnaires non plus. Ils sont peut-être un petit peu plus complets, détaillés, correspondent un peu plus à chaque situation en détail, plutôt que de simples cases à cocher. Ensuite, alors au niveau des plafonds d'exonération des bons d'achat et chèques cadeaux pour 2024, comme d'habitude, on fait un rappel au niveau des montants. Donc, les seuils d'exonération pour les cadeaux et bons d'achat, donc vous le savez, c'est 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, du coup, pour 2024, ça nous fait un montant de 193 € d'exonération pour ces cadeaux et bons d'achat. Alors, on peut dire que ça ne fait pas beaucoup, mais si ce seuil est dépassé, on peut en fait bénéficier de l'exonération si on remplit les conditions suivantes. Donc, attribuer le bon d'achat en relation avec un événement particulier, par exemple Noël. Utiliser le bon d'achat de façon déterminée, donc conformément à l'événement qui est à l'origine. Et à chaque fois, respecter ce montant de 193 € en 2024 en tout cas. Ça signifie finalement que pour plusieurs événements, en fait, on va pouvoir avoir ce seuil de 5% va pouvoir être appliqué à plusieurs événements qui seront pris séparément. Donc, par exemple, pour Noël, je peux avoir un bon d'achat de 193 €. Et si en plus, je viens d'avoir un bébé,
on a des chèques cadeaux concernant par exemple la naissance, on peut Voilà. cumuler les Si deux. on a plusieurs types d'événements, etc., si on a plusieurs types d'événements dans l'entreprise qui permettent d'ouvrir droit à ces plafonds, en fait, à ces chèques cadeaux et bons d'achat, effectivement, ça sera apprécié par événement. Donc, du coup, effectivement, ça permet quand même de cumuler un petit peu plus au niveau de l'année. Alors, l'année dernière, ou même cette année, on a eu pas mal de questions à chaque fois sur les cadeaux en nature. Par exemple, les paniers gourmands que je remets à mes salariés. Donc, attention sur le sujet, puisque l'ACOS considère que les cadeaux en nature sont assimilés à des bons d'achat. Donc, du coup, la limite d'exonération, 293 cette année, par exemple, pour Noël, elle devra être appréciée en faisant la masse de la valeur totale des cadeaux et des bons d'achat ou chèques cadeaux que seront perçus par le salarié, qui seront perçus par le salarié. Vous voyez, on va faire l'addition, finalement. Donc là, c'est un peu la même chose. Je vous ai remis les bons d'achat sont donc cumulables par événement, c'est ce que je vous ai dit. Si un salarié reçoit pour le même événement un bon d'achat et un cadeau en nature, le montant devra être cumulé pour apprécier le seuil. Alors maintenant, on va reparler donc de cette fameuse obligation pour les entreprises entre 11 et 50 salariés d'appliquer une modalité de partage de la valeur à compter du 1er janvier 2025. Encore une fois, ce n'est censé être qu'un rappel, puisqu'on a déjà évoqué cela lors des précédents webinaires. Alors, donc, depuis la loi du 29 novembre 2023, donc ce qu'on appelle l'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur, il y a une obligation donc, pour les entreprises entre 11 et moins de 50 salariés d'appliquer une modalité de partage de la valeur à condition de réaliser un certain niveau de bénéfice pendant 3 années consécutives. À l'époque, donc lors de l'établissement de la loi, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, les entreprises d'au moins 11 salariés devaient avoir réalisé pendant 3 exercices comptables fiscaux consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires et qui n'étaient pas tenus de mettre en place un régime de participation. Donc pour ces entreprises-là, elles devaient, au cours de l'exercice suivant, soit donc mettre en place un régime de participation ou éventuellement d'intéressement, soit abonder un plan d'épargne salariale, soit verser ce qu'on appelle la PPV, donc prime partage de la valeur, anciennement prime Macron. Alors, l'obligation de mettre en place l'un de ces dispositifs s'applique uniquement aux exercices donc comptables ouverts après le 31 décembre 2024, donc c'est-à-dire ouverts à compter du 1er janvier 2025. Par exemple, si votre exercice comptable s'est terminé le 30 juin 2024 et que le nouveau arrive, donc se clôture au 30 juin 2025, c'est à compter du 30 juin 2025 que vous devez regarder si vous respectez ces conditions-là. Moi, je vous conseille, si vous êtes une entreprise de entre 11 et moins de 50 salariés, d'aller voir votre comptable et de lui dire, voilà, j'ai entendu parler de cette loi, parce que bon, bah, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, et de lui demander son avis, en fait, est-ce que vous avez atteint les seuils, est-ce que vous avez cette obligation, du coup, au 1er janvier 2025. Vraiment, le comptable, normalement, pourra... C'est ça. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, ils ont peut-être alerté sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans les effectifs, entre 11 et moins de 50 salariés, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre comptable pour savoir si vous êtes soumis à cette obligation sur 2025. C'est ça. Alors aujourd'hui, par exemple, sur 2025, si on prend une entreprise dont l'exercice comptable s'est terminé le 31 décembre 2024, les 3 exercices précédents pris en compte pour l'appréciation du respect de cette condition, il faut regarder donc 2022, 2023 et 2024. Les entreprises qui ont mis en œuvre l'un de ces dispositifs pour l'exercice considéré, donc, sont réputées satisfaire à cette obligation. Par exemple, si au cours de l'année 2023 ou 2024, j'ai déjà versé, par exemple, une prime partage de la valeur, eh bien, du coup, vous n'aurez pas à le faire sur l'année 2025, puisqu'il faut le respecter sur une durée de 3 années consécutives. Par contre, ne sont pas soumises à cette obligation uniquement 2 types d'entreprises, les entreprises individuelles et ce qu'on appelle les SAPO, les sociétés anonymes à participation ouvrière. Elles sont relativement à la marge. Donc voilà. De manière générale, beaucoup d'entreprises ont versé ou versent la PPV, ce qui permet de pouvoir respecter cette obligation. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, comme on l'a dit, vous rapprochez de votre Dans tous les cas, voilà, bien voir avec le comptable et comme ça faire le point sur vos obligations au 1er janvier 2025 sur ce sujet. Alors, je vois qu'on a une question sur le maintien de salaire. Oui, on a dit tout à l'heure, éventuellement, on vous enverra les documents sur les conditions des maintiens de salaire.
en fonction des catégories de salariés. Oui, on refera un petit point là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, point important sur la protection sociale complémentaire. Certains ont peut-être lu des choses là-dessus, peut-être pas tout compris parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Alors, pour mémoire, donc déjà quand on parle de protection sociale complémentaire, on parle de quoi? Tout simplement, on parle de la mutuelle, complémentaire santé, si vous voulez, mutuelle ou complémentaire santé. On parle du régime de prévoyance et on parle de la retraite supplémentaire. On englobe en fait dans ce terme-là ces trois choses. Au niveau de ces trois régimes, vous avez deux possibilités dans votre entreprise. Soit vous appliquez un seul et même régime pour tout le monde, la même mutuelle pour tous, la même prévoyance pour tous. Vous ne prenez pas la tête au niveau de la mutuelle, par exemple, souvent le choix est fait quand même d'appliquer la même mutuelle pour tous. Soit vous avez décidé de distinguer dans votre régime en fonction de catégories, de salariés. Par exemple, vous avez mis en place un régime de mutuelle différent pour les salariés cadres et non cadres. Donc, dans ces cas-là, la slide d'après Alexandra, en fait, si vous distinguez en fonction de catégories, c'est uniquement dans ce cas-là que vous êtes concerné. C'est-à-dire si vous avez un régime soit de mutuelle, soit de prévoyance, soit de retraite qui est différent en fonction de vos salariés, vous êtes concerné par une mise à jour obligatoire avant le 1er janvier 2025. Si vous n'avez pas choisi de distinguer dans votre régime de mutuelle, de prévoyance ou de retraite en fonction de catégories de salariés, vous n'avez rien à faire avant le 1er janvier 2025. Ça, c'est très important. Donc, voilà, vous êtes concerné uniquement dans ce cas-là si vous avez distingué. Pour rappel, on ne peut pas distinguer sur n'importe quel critère. On peut distinguer en fonction de 5 critères qu'on vous a remis ici, dont des 2 qui nous intéressent. On peut distinguer en fonction de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, et en fonction des seuils de rémunération définis par référence aux tranches de rémunération, Agir Arco. Donc Aurélie, si jamais j'ai décidé de faire donc un régime, mais que je fais par critères, mais les 3, 4 et 5, je ne suis pas concernée par la réforme. Exactement. On ne va être concerné que si on a utilisé un des 2 premiers critères, l'appartenance aux catégories de cadres et non cadres, et les seuils de rémunération définis par référence aux tranches d'Agir Arco. En fait, c'est que si j'ai utilisé un de ces 2 premiers critères que je vais devoir regarder si je suis à jour au niveau de mon régime. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a ce fameux décret, je vous ai remis le lien, on vous a remis le lien sur la droite, on a un fameux décret du 30 juillet 2021 qui prévoyait une période transitoire de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2024, pour mettre en conformité les régimes avec ce fameux décret et avec ces fameuses évolutions concernant nos critères 1, cadre, non cadre, critère 2, tranche de rémunération, Agir Arco. Alors, qu'est-ce qui modifie ce décret? En fait, ce décret, il va modifier, ça va être beaucoup de la forme, parce que, est-ce que tu peux juste aller sur le tableau? Parce qu'on a fait un petit tableau récapitulatif qui explique ce qui modifie ce décret et qu'est-ce qu'il faut simplement modifier dans votre régime. Donc, vous verrez, alors, on a essayé de faire assez simple. À gauche, c'est les anciens intitulés qu'il y avait avant dans les tests. Et à droite, ce que vos actes internes, donc notamment en général, c'est souvent les DUE qui concernent les mutuelles, donc ce que vous allez devoir intégrer. Alors, on avait fait en fonction donc, des 2 fameux critères qui sont concernés par la réforme. Donc, il y avait le critère 1 qui concernait juste les cadres, non cadres. Donc, avant, il fallait indiquer, donc pour les cadres, c'était les salariés relevant des articles 4 bis de la Convention AGIRC de 1945 ou article 36 de l'annexe 1 de cette même convention. Et les non-cadres, c'était les salariés qui ne relevaient pas de ces articles. Et aujourd'hui, donc à partir du 1er janvier 2025, la formulation, ce sera pour les cadres, c'est les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2, donc de fameux ANI, donc c'est l'accord donc, de branche nationale interprofessionnelle du 17 novembre 2017. Par contre, on ne parle pas des articles 36, cet accord les exclut. Cadre, ce sera tout simplement les salariés qui ne relèvent pas de ces articles. Donc ça, c'était pour le critère 1, cadre ou non cadre. Ancien article 4 bis de la Convention deviennent 2.1 et 2.2 de l'ANI. On remplace 2 articles par 2 autres. Pour l'instant, c'est assez simple. La Confédération nous a bien dit sur le sujet, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez mis en place dans votre DUE, au lieu de viser les cadres, on ne peut pas juste dire les cadres, donc on marquait 4 bis, etc. Il faut juste que ce soit 2.1 et 2.2. Il faut bien faire cette modification-là pour éviter tout redressement des URSSAF par rapport à ça, si vous avez une DUE.
Et le critère 2, donc là c'est encore plus simple, c'était les seuils de rémunération qui étaient définis par référence aux tranches de rémunération de l'ARJCARCO. Et bien aujourd'hui, on va simplement se référer au PAS, c'est-à-dire qu'on va indiquer que c'est les salariés dont les classes de rémunération sont fonction 1, 2, 3, 4, 5 PAS, donc les plafonds annuels de la sécurité sociale. Alors, on pense quand même que vous avez dû être averti par les organismes. On souhaite juste vous en informer au cas où l'information ne serait pas passée, mais vous avez normalement dû être informé quand même par l'organisme, par la ProBTP principalement, qui a dû vous le dire, mais voilà, on quand même voulait faire une petite piqûre au cas où. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous n'êtes pas sûr avec votre DUE pour qu'on regarde si la modification a bien été faite. Donc concrètement, la première chose à faire aujourd'hui, vous allez regarder donc sous quelle forme vous aviez mis en place donc ces catégories de salariés, si c'était par exemple une décision unilatérale, un projet d'accord, une convention, etc. Vous venez vers nous, vous regardez bien si c'est marqué article 4 bis, si vous n'avez pas modifié, mais il faudra absolument le faire avant le 31 décembre pour bien remplacer par l'article 2.1 et 2.2 donc de ce fameux ANI. Donc si le régime a été mis en place via par exemple donc, ce qu'on appelle une DUE, c'est décision unilatérale de l'employeur. Donc, il faudra bien la mettre à jour et dans ce cas-là, il faut respecter donc un délai de prévenance raisonnable. Donc là, ça va dépendre au cas par cas. La contenu du délai, ça va être assez rapide. Et la procédure de dénonciation d'usage, donc on vous enverra si besoin. La première chose à faire, c'est vraiment de revérifier. Normalement, comme l'a dit Aurélie, les organismes auxquels vous avez conclu ces contrats ont d'ores et déjà dû vous indiquer depuis 3 ans, parce qu'on est quand même sur la fin d'un régime transitoire depuis 3 ans, depuis 3 ans, vous avez déjà dû recevoir à minima au moins un courrier, si ce n'est un courrier par an, pour vous demander de vous mettre en conformité par rapport à ça. Voilà, en tout cas, en cas de doute, n'hésitez pas à revenir vers notre service juridique par rapport à ça. Autre chose, les congés payés pendant un arrêt maladie, j'ai mis suite parce qu'on en a quand même beaucoup parlé au précédent webinaire avec Alexandra. Si des personnes n'étaient pas là, bien sûr, on pourra renvoyer toutes les informations qu'on avait communiquées. On était un peu resté sur notre fin lors du dernier webinaire. Je dis ça, je dis rien, mais je dis ça parce qu'en fait, finalement, on n'avait pas trop d'informations de la caisse. Et nous, dans le bâtiment, comme on dépend d'une caisse, au niveau des congés payés, on attendait un petit peu des informations de leur part. On a eu quelques nouveautés. Alors là, on vous a mis juste pour rappel le principe, depuis les arrêts de jurisprudence du 13 septembre 2023, qui avait reconnu, en fait, qui demandé que la France se mette en conformité par rapport au Code du travail, notamment avec le droit de l'Union européenne, pour que le salarié qui soit malade, y compris en cas de maladie non professionnelle, continue d'acquérir des jours de congés payés. Donc ça a été chose faite avec cette loi qui a adapté en fait le droit français au droit de l'Union européenne. Donc ça a généré des conséquences. Donc parmi ces conséquences, une nouvelle obligation d'information de l'employeur qui doit informer le salarié dans le mois qui suit sa reprise de travail de ses droits à congé, c'est-à-dire du nombre de jours qu'il a acquis et de la période jusqu'à laquelle il peut les poser. Et ensuite, un droit au report qui a été également acté dans le Code du travail pour ces salariés, en fait, dans l'article qu'on vous a remis, l'article L3140. C'est 41-19-1 du Code du travail. Donc, on a demandé un petit peu à la Caisse des congés payés qu'est-ce qu'il y avait de nouveau depuis, est-ce qu'il y avait des communications qui avaient été faites, etc. Alors, la Caisse nous a confirmé, en tout cas la semaine dernière, qu'à ce jour, aucune hausse des cotisations n'est prévue. Très important pour les entreprises, puisque de grosses inquiétudes par rapport à ça, puisque quand même un coût supplémentaire pour la caisse lié au fait que les salariés, y compris en maladie non professionnelle, continuent à acquérir des congés. Donc, c'est pas rien, en tout cas, en termes de jours et d'indemnisation. Donc, a priori, pour l'instant, aucune hausse des cotisations n'est prévue. Un certain nombre d'informations ont été mises en ligne sur le site de la CIB-BTP, pardon. Donc là, je vous ai mis les liens, en fait, avec toutes les informations. Donc, c'est très bien fait. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas déjà été au courant, en fait, de toutes ces informations. Et là, je vous ai juste mis quelques imprimés écran, mais ce qu'il faut retenir, vous voyez, c'est que pour les arrêts qui sont survenus depuis le 1er avril 2024, ils sont pris en compte automatiquement dans le calcul des droits. Vous n'avez rien à faire. C'est uniquement pour les arrêts antérieurs, c'est-à-dire survenus entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2024, qu'il y aura peut-être des choses à faire. Des choses à faire qui vont être différentes en fonction du fait si le contrat du salarié est toujours en cours ou pas.
S'il est toujours dans votre entreprise, vous devrez effectuer les démarches. S'il n'est plus dans votre entreprise, ce sera aux salariés d'effectuer les démarches auprès de la caisse. Donc là, vous pouvez aller voir sur les liens qu'on vous a dit, c'est vraiment très bien détaillé. Sur le sujet, on vient d'apprendre ce matin, Alexandra m'a dit. Oui. Ce matin, la caisse, en fait, a réagi. Et donc, on vous donnera l'information, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'intégrer donc au support du webinaire, mais on vous donnera l'information. C'est ça. La caisse a créé donc un nouvel onglet, grosso modo, dans votre espace adhérent. Vous allez rentrer sur votre espace adhérent entreprise, hein, je ne parle pas de l'espace adhérent salarié, et vous allez avoir une petite case à cocher. C'est notification donc DDAUE, donc le nom de la loi. Vous allez cliquer dessus et en fait la caisse a fait quelque chose. En fait, elle a répondu à absolument toutes nos attentes puisque en fait vous allez pouvoir, c'est un texte à trous, elle a généré en fait une sorte de formulaire. Vous allez rentrer les dates des congés, les raisons des congés de vos salariés. Ça va vous indiquer, ça va vous calculer automatiquement les dates limites de report, les nombres de congés qui restent acquis au titre de quelle et telle période. Et j'ai presque envie de dire le must du must, ça va vous générer le fameux courrier d'information que vous devez donner à vos salariés avec ces informations qui manquaient. Donc, vous verrez, l'information est très bien faite. On vous donnera avec vous envoyer ce qu'on vient d'avoir ce matin. Il y a des captures d'écran. Voilà, il y a des captures d'écran de la caisse qui sont très bien faites. Donc vraiment, je pense que ça peut répondre à toutes vos questions. On va creuser aussi de notre côté. Bien sûr. Donc savoir s'il manque 2-3 infos. Mais pour l'instant, ça a l'air vraiment ça l'a bien fait. Donc concrètement, la caisse a quand même réagi puisque depuis le 1er avril 2024, calcul automatique des nouveaux droits qu'il faut retenir. Et depuis tout récemment, a priori, ça vient d'être mis en ligne, un courrier qui est généré par leur outil pour informer le salarié, puisqu'il y a à la fois le salarié qui acquiert des nouveaux droits, donc c'est eux qui les calculent. C'est ça. Et il y a vous, votre obligation d'informer le salarié sur le nombre de congés qu'il a acquis pendant son absence et le délai dont il bénéficie pour les poser avec éventuellement un report. Là, le courrier serait généré directement dans l'outil de la caisse. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à les tester, nous informer s'il y a des retours, etc. Mais c'est vrai que c'est 2 points qui sont quand même importants et dont on n'avait pas connaissance au dernier webinaire. On vient d'en prendre connaissance pour le dernier en tout cas. Dernière chose du coup dont on voulait vous parler, normalement vous êtes au courant, le montant du SMIC a évolué depuis le 1er novembre 2024. Il est passé à 11,88, soit 1801,80 € brut mensuel. Donc on vous a remis à l'issue de ce support toutes les rémunérations minimum avec du coup l'augmentation du SMIC pour que vous puissiez vérifier que vous êtes à jour. Information de dernière minute, la semaine prochaine commencent les négociations des salaires, c'est-à-dire que vont être renégociés les salaires pour 2025. Donc, elles débutent les négociations à partir de la semaine prochaine. On aura certainement le résultat de ces négociations en début janvier. Dès qu'on a l'information en janvier, bien entendu, on vous le dira, on mettra à jour de l'aide sociale. Peut-être il faudra faire des... Généralement, vous le savez, hein, les négociations interviennent sur janvier, elles sont rétroactives au 1er janvier. Donc, il faudra certainement faire des régulations de paye, puisque malheureusement, on risque de ne pas avoir des informations assez rapidement. Voilà, dans tous les cas, dès qu'on a l'information en janvier sur les nouveaux montants des salaires, on vous communiquera au plus vite. Sachez que les négociations commencent la semaine prochaine. Et on vous renverra donc les tableaux dans la lettre sociale. Donc on mettra tout à jour, hein, évidemment, et on remettra les nouveaux montants en rouge qui seront concernés par ces augmentations. Voilà, pour l'année prochaine. En tout cas, là, voilà, les derniers montants seront tous dans le support et on vous a tout remis ici pour que vous puissiez vérifier que vous êtes OK par rapport à ça. Nous, on a fini en tout cas d'aborder les sujets qu'on voulait. Merci à tous. Vous souhaite à tous bonne journée. Merci beaucoup.